Si vous faites des compulsions, il y a de fortes chances que vous ayez déjà essayé de manger moins, de vous contrôler davantage, de faire attention, entre guillemets. Et pourtant, les compulsions sont toujours là. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une étude très récente qui montre quelque chose d'important. C'est peut-être pas forcément là que le problème commence. Bonjour à toutes, c'est Charles Brumeau, diététicien. Je suis ravi de vous retrouver dans cet espace de soins, cet espace de tranquillité et de paix avec l'alimentation qu'est un podcast dans la poire. Aujourd'hui, j'aimerais traiter d'un point un peu précis dans les compulsions alimentaires. On met beaucoup de mots sur ce qui se passe quand on mange sans pouvoir s'arrêter. On parle d'une crise, on parle d'une perte de contrôle. Mais au fond, si on regarde avec curiosité, qu'est-ce que c'est une compulsion ? C'est un comportement automatique. C'est ce moment où soudain, la main va vers le placard, vers le frigidaire, sans qu'on ait vraiment pris la décision consciente d'y aller. C'est comme si une partie de nous prenait les commandes à notre place. Dans cet épisode, on va creuser un autre trigger, un nouveau déclencheur, ou en tout cas un élément qui facilite la compulsion, et bien sûr, comment réagir et cultiver nos capacités de résilience, parce que c'est ça qui m'anime en tant que diététicien. Alors, quand on vit une compulsion, quand on traverse une compulsion, comme ça se passe avec la sensation qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, on se dit que le problème, c'est nous. Forcément, on se blâme tout de suite, qu'on manque de volonté, qu'on ne fait pas assez attention, qu'on devrait se contrôler davantage, qu'on devrait respecter tel ou tel standard minimum. C'est en tout cas ce que j'entends en consultation d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un autre regard, un regard qui ne vient pas d'une opinion personnelle, mais d'une étude scientifique très récente, publiée l'année dernière, et qui, je trouve, dit quelque chose de profondément important pour celles et ceux qui vivent des compulsions. Alors, dans cette étude, les chercheurs ont suivi 84 adultes qui souffraient de compulsions alimentaires, binge eating disorder. Ces personnes ont suivi une thérapie cognitivo-comportementale, ce qu'on appelle une TCC, thérapie cognitive comportementale, les pensées, les comportements, à raison de 20 séances réparties sur 4 mois. Et là où cette étude est intéressante, c'est que les chercheurs n'ont pas seulement regardé si les compulsions diminuaient à la fin de la thérapie, ils ont mesuré chaque semaine 3 choses précises. D'abord, le nombre de compulsions, ensuite le niveau de restriction alimentaire et aussi l'importance accordée au poids et à la silhouette. Autrement dit, ils ont essayé de comprendre dans quel ordre les choses changent. Qu'est-ce qui bouge d'abord, qu'est-ce qui bouge ensuite ? Alors je vais vous dire le résultat central de cette étude et je vous préviens, il est un petit peu contre-intuitif. Peut-être qu'il est aussi à prendre avec des pincettes puisqu'on parle d'une étude et non pas d'une méta-analyse d'études, mais ça me semble toujours intéressant de vous tenir au courant de la littérature scientifique récente. Contre-intuitif y compris pour moi, je vous avoue, comme résultat. Alors, ce que les chercheurs ont observé, c'est que lorsque l'importance accordée au poids et à la silhouette diminuait, lorsque l'importance accordée au poids et à la silhouette diminuait, eh bien, les compulsions diminuaient la semaine suivante. En revanche, la restriction alimentaire, manger moins, se contrôler, faire attention, eh bien, ne prédisait pas directement une baisse des compulsions. Autrement dit, ce n'est pas directement le fait de se restreindre qui fait disparaître les compulsions. Et ce que l'étude montre ensuite est tout aussi important. Les chercheurs, ils ont aussi observé autre chose. Plus une personne se restreignait, plus la semaine suivante, le poids et la silhouette prenaient de la place dans sa tête. Pour résumer, ce que l'étude montre, c'est que la restriction n'entraîne pas automatiquement une compulsion la semaine suivante, mais la restriction augmente la survalorisation du poids et de la silhouette, et cette survalorisation, elle, augmente les compulsions. Alors maintenant, si on fait une petite pause et qu'on traduit ça en mots simples, quand les chercheurs parlent de survalorisation du poids et de la silhouette, ils parlent d'une chose très concrète. C'est le moment où le corps devient un juge, voire devient surtout jugé, où le poids devient un critère de valeur personnelle. Par exemple, si je prends du poids, c'est que quelque chose ne va pas chez moi, que j'ai fait quelque chose de pas bien. Si je mange mal aujourd'hui, vraiment, je suis nul parce que déjà que je suis un peu gros ou grosse, je devrais manger bien. Tout va dépendre de ce que la balance va me dire de mon niveau de bonheur intérieur brut de ma journée. Alors, quand le corps prend autant de place dans la tête, chaque écart devient une menace, une chose à pas faire. Chaque repas, c'est un enjeu, c'est aussi une charge mentale. Et chaque émotion difficile cherche une sortie. Dans ce contexte-là, la compulsion,
c'est pas un bug, c'est plutôt assez logique. C'est une tentative de soulagement, une tentative d'anesthésie, une tentative de faire baisser la pression qu'on se met, même brièvement. Et ce que cette étude montre, c'est que lorsque cette pression diminue, quand le poids et la silhouette arrêtent d'être le centre de tout, alors les compulsions commencent à perdre leur fonction. Pas parce qu'on se contrôle mieux, mais parce qu'on en a moins besoin. Et je trouve que c'était un message extrêmement important à vous transmettre parce que ça vient dire un peu autre chose que faut manger mieux, faut faire attention. Ça vient dire ce qui se passe dans la tête précède souvent ce qui se passe dans l'assiette. Alors attention parce que cette étude ne dit pas que la restriction n'a aucun rôle, elle ne dit pas non plus que tout se résume à l'image corporelle, la réalité est toujours un peu plus complexe que ça, mais elle nous montre quelque chose de précieux. Se restreindre n'agit pas seulement sur ce qu'on mange, mais surtout sur la pression mentale qu'on entretient autour du corps. Ça entretient l'idée que le corps est un problème à corriger et que cette idée-là, à long terme, fatigue, use et lime nos ressources et rend les compulsions de plus en plus probables. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais ajouter une petite partie, non pas solution, mais peut-être piste de réflexion. Parce que dire, oui, il faut juste s'occuper un petit peu moins du poids, un peu moins de la silhouette dans sa tête, et tout ira bien, bisous bisous, non, ça peut vite sonner comme une injonction supplémentaire. Donc déjà, je voudrais vous rappeler que on ne vit pas dans un monde neutre. On vit dans une société qui valorise un certain type de corps, qui survalorise un certain type de corps, avec les pubs, avec les réseaux sociaux, les discours médicaux même parfois, les remarques familiales des proches et des moins proches, des avant-après, des tiens, ça c'est bon pour ce que tu as, ça c'est bon pour ce que tu n'as pas. Donc la question, c'est pas comment ne plus jamais survaloriser son poids. La vraie question, qui me semble un peu plus adapté à l'être humain qui vit cette expérience dans cette société euh, grossophobe et de diète culture, c'est comment ne pas laisser cette survalorisation diriger toute ma vie intérieure, toute mon expérience intérieure. La première chose que j'aimerais dire, et ça me semble important de le rappeler, c'est que c'est pas votre faute si le poids et la silhouette ont pris autant de place dans votre psyché, dans le temps que vous y consacrez. C'est quand on vit dans une société qui est un peu matrixée par toute cette culture du corps comme il devrait être à tous les âges. Euh, Bientôt, on voit apparaître du fit senior et du rester en forme à tout âge. Sous prétexte que c'est bon pour la santé, on a une nouvelle injonction qu'il faut absolument être musclé à 60 ans, 75 ans, etc. Donc c'est aussi parce que on vit dans cette société-là, il faut quand même le rappeler. Donc là, votre cerveau, il fait exactement ce pourquoi il est conçu, repérer ce qui est valorisé socialement et essayer, tenter en tout cas, de vous protéger du rejet. Autrement dit, si la tête est obsédée par le corps, c'est pas forcément un défaut personnel, c'est une adaptation. Et souvent, ce qui aide déjà, c'est peut-être de changer la manière dont on se parle de ça, dont on se raconte le récit, l'histoire. Au lieu de se dire je suis obsédé par mon poids, peut commencer par tiens, j'observe que mon cerveau essaye de m'éviter de souffrir sur ces questions. Deuxième point important, on ne sort pas de la survalorisation du corps en essayant de ne plus y penser, de ne plus avoir de pensée liée à ça. C'est souvent ce que me disent mes patientes. Moi, j'aimerais juste que ça soit plus léger, ne plus avoir ce type de pensée qui me pollue le cœur, la tête, l'esprit, qui me pollue mon expérience même, qui me pollue mon bonheur quand je vais me baigner, quand j'ose aller me baigner sur la plage ou dans une piscine. Plus on se bat contre une pensée, plus elle revient. Ce qui aide davantage, c'est d'apprendre à remettre le poids et la silhouette à leur place. Par exemple, quand une pensée arrive comme si je prends encore du poids, ça va mal se passer. Si je prends encore du poids, ça va être compliqué. Eh bien, au lieu de la croire ou de la combattre, on peut commencer par la nommer. Par exemple, se dire, tiens, dans sa tête ou tout haut, tiens, voilà une pensée de survalorisation. Tiens, ça ressemble fortement à une pensée de survalorisation, ça, ce qui vient de m'arriver en tête. Ça peut paraître simple, ça peut paraître même trop simple, super simpliste, mais je vous assure que c'est un premier pas qui est assez puissant de pouvoir étiqueter ses pensées. Nommer une pensée, c'est déjà ne pas croire que c'est la vérité incarnée et c'est
ne pas forcément lui obéir. On apprend à faire un pas de côté par rapport à ses pensées. Troisième point, souvent sous-estimé, la survalorisation du corps se nourrit du rétrécissement de la vie. Je répète, la survalorisation du corps se nourrit du rétrécissement de la vie. Quand l'énergie mentale est aspirée par le poids, le reste disparaît, le reste s'efface. Un peu comme si le reste devenait un peu flou, lointain. Les relations, les projets, le plaisir, la créativité, le repos, des petits moments pour soi, juste pour soi aussi. Et une des manières les plus efficaces de réduire la place du corps dans la tête, ce n'est pas de travailler contre le corps, mais bien de réinvestir autre chose déjà. Juste se demander, ben, qu'est-ce qui compte pour moi en dehors de mon apparence? Je vous l'ai déjà dit lors d'un épisode récent, parfois ça peut être des choses très simples, un appel, une promenade, un moment de calme, un geste de soin qui apparaît anodin puis qui est en fait répété et devient un moment de connexion, de partage sensoriel avec le corps, pas contre le corps. Puis chaque fois que la vie s'élargit un peu plus, eh bien le corps perd mécaniquement son statut de centre absolu. Quatrième point essentiel, attention à la fausse solution de bienveillance performative. Vous allez comprendre de quoi je parle tout de suite. C'est se dire, faut que je m'aime, faut que j'accepte mon corps, les autres y arrivent, pourquoi pas moi, accepte-toi comme tu es, et je comprends pas pourquoi je m'accepte pas. Ben ça, c'est une pression supplémentaire, hein. Je vous le dis tout de suite, on n'a pas besoin d'aimer son corps pour aller mieux, pour connaître des moments de bonheur. Et donc une phrase plus aidante que j'aime mon corps, ça peut être mon corps n'est pas le problème principal aujourd'hui. C'est vrai que c'est moins spectaculaire, mais c'est beaucoup plus aidant. Je signale au passage que réduire la survalorisation du poids, je vais y arriver, je suis un peu fatigué, et de la silhouette, eh ben, c'est pas un travail individuel isolé, c'est souvent un processus accompagné. Parce que quand ces préoccupations sont anciennes, quand elles sont liées à de la honte, à des blessures, à des expériences de rejet, d'abandon, eh ben, c'est pas facile de les dénouer tout seul. Donc demander de l'aide, c'est non seulement c'est pas échouer, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est plutôt une action de courage. C'est reconnaître que ce combat-là, eh bien, peut-être qu'on a besoin d'aide et qu'il n'a pas à être mené en solitaire. Voilà, si je devais un petit peu résumer ce que je viens de dire, je dirais, il ne s'agit pas de faire disparaître les pensées sur le corps, mais de leur enlever le pouvoir de diriger votre vie. Je répète, il ne s'agit pas de faire disparaître les pensées sur le corps, mais de leur enlever le pouvoir de diriger toute votre vie. Voilà, maintenant je vais vous proposer peut-être de penser à une phrase qui revient souvent chez vous, une phrase réflexe, une phrase voilà, qui arrive malgré vous, sans que vous l'ayez décidé quand il est question de poids, de silhouette, de nourriture, de ce que vous devriez faire et que vous ne faites pas assez selon vous. Une phrase familière, une phrase réflexe qui revient comme ça, je vous demande d'y penser. Ça peut être vraiment, bah, tiens, il faudrait vraiment que je perde du poids parce que là, c'est pas possible. Là, les fêtes, j'ai rien fait de ce que je voulais faire, je ressemble à rien, je me suis laissé aller, mon corps est un problème, tout ça, vous connaissez peut-être ça mieux que moi. Puis au lieu de discuter avec cette phrase ou d'essayer de la chasser, je vous propose simplement de la précéder de quelques mots. Et je vous demande de vous dire intérieurement ou à voix haute, je remarque que j'ai la pensée que, et vous rajoutez ensuite votre phrase. Je remarque que j'ai la pensée que mon corps est un problème. Je remarque que j'ai la pensée que je me suis laissé aller. Je remarque que je me dis que je ressemble à rien. Ma tête me dit que je me suis vraiment laissé aller. Ma tête me dit que faudrait vraiment que je perde du poids. Puis je vous invite à prendre une petite seconde ou deux pour sentir la différence entre je me suis vraiment laissé aller et je remarque que j'ai la pensée que je me suis laissé aller. Vous voyez, la pensée, elle est toujours là, quoi.
Elle circule, elle est toujours là, elle fait son job de pensée, mais vous n'êtes plus entièrement dedans. Le simple fait d'avoir dit « je remarque que ma tête me dit que je me suis laissé aller », quoi. J'observe que j'ai la pensée, que je me suis laissé aller, que mon corps, c'est pas possible, là, comme ça. Permet déjà de faire un pas de côté. Les amateuristes et professionnels du comportement alimentaire auront bien reconnu ce qu'on appelle la diffusion cognitive. C'est vraiment défusionner, c'est-à-dire ne plus faire qu'un avec ses pensées qui parfois ne sont pas aidantes. Essayer de faire un pas de côté et puis de se dire, bah tiens, là, ouais, là, j'ai une sacrée pensée qui vient dans ma tête. C'est une pensée qui vise à survaloriser mon corps, une pensée qui est assez critique envers mon corps, envers ce qu'il devrait être. J'ai cette pensée qui revient très 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 souvent en ce moment. Et puis là, j'observe qu'elle est assez prégnante en ce moment. Ouais. Ça peut juste être ça, en main, comme une piste, bien sûr. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Moi, j'apprécie toujours quand je vois mon podcast circuler sur les groupes WhatsApp des uns et des autres. Si cet épisode il vous a aidé aussi à titre personnel, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Spotify, Apple Podcast ou alors en commentant la vidéo YouTube, parce qu'il est aussi sur YouTube. D'ailleurs, je voulais vous demander, vous les auditeuristes de Dans la Poire, est-ce que ça changerait quelque chose pour vous si le podcast était aussi en version vidéo? Est-ce que ça vous retirerait quelque chose ou est-ce que vous souhaitez rester en 100% audio? Pour moi, c'est plus facile de rester en 100% audio, mais je me dis que peut-être qu'une vidéo serait aussi peut-être chouette pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, sur Instagram, là où je suis souvent, ou sur Substack, là où j'héberge ma newsletter. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et passer à l'action, vous pouvez aussi cliquer sur le lien en description pour faire un bilan avec moi. J'ai ouvert 2 nouveaux créneaux de consultation pour les 2 prochains mois. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire.